Le sommet de Mar-a-Lago vient de s'achever et de grandes choses sont en train de se produire. Nous avons 6 prédictions pour l'année à venir que vous n'aviez probablement pas vues venir. Et attention, spoiler, seulement 5 d'entre elles concernent les voisins d'Israël. Israël. Un diplomatique arrive tout de suite. Shalom, bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël Indiplomatique. Je suis Marc Regev avec ma co-animatrice Ruti Bloom. Comment vas-tu, Ruti? Je vais plutôt bien, Marc. Je suis très heureuse d'être de retour en Israël, surtout à l'approche de 2026. C'est justement ce que nous faisons aujourd'hui, car c'est le réveillon du Nouvel An ce soir en Israël. Ruti et moi faisons une édition spéciale. Nous n'avons jamais fait ça auparavant. Nous allons faire des prédictions pour l'année à venir, des prédictions politiques, et tout le monde sera invité à regarder cela. Dans 12 mois, nous verrons si nous avons eu raison dans nos prédictions ou si nous nous sommes trompés. Ruti en a 3 et moi aussi. Je commence, Ruti? S'il te plaît? Donc, ma première prédiction politique pour 2026 est la suivante. Je pense qu'il y aura un accord de sécurité israélo-syrien en 2026. Je pense que le dirigeant de la Syrie, le président intérimaire Achara, a besoin de cet accord. Il veut l'accord de sécurité avec Israël pour pouvoir consolider son pouvoir. Je pense que les Turcs veulent cet accord pour renforcer son pouvoir. Je crois que Trump veut cet accord car il entretient de bonnes relations avec Israël et la Turquie et fera tout pour l'obtenir. Et je pense que si c'est un bon accord pour Israël, Israël peut aussi le faire. Cela ne signifie pas la paix. Il n'y aura pas de paix entre Israël et la Syrie, mais il peut y avoir la paix dans l'essence même de la paix, c'est-à-dire l'absence de guerre, en d'autres termes, la paix et la tranquillité. Nous pouvons conclure un accord de sécurité. Nous en avions déjà un avec les Syriens, négocié par Kissinger en 1974, qui a d'ailleurs résisté au temps. Il a duré pendant environ 5 décennies. Un accord de sécurité pourrait permettre à Israël de se retirer de la région du sud de la Syrie où nous sommes. Cela limiterait la capacité des forces syriennes à descendre vers le sud. Il y aurait une zone démilitarisée dans la partie sud de la Syrie. Cela protégerait les amis d'Israël issus de la communauté druze qui vit dans le sud de la Syrie. Ce serait un accord global qui garantirait la sécurité des frontières d'Israël, la sécurité de la population israélienne du plateau du Golan, la sécurité des Druzes du sud de la Syrie et en même temps permettrait aux Syriens de se concentrer sur la construction de leur nouveau pays après Assad. Ce n'est pas une solution parfaite, mais je pense que dans le cadre de ce que nous avons, c'est la meilleure solution possible. Oui, c'est possible et probablement pour 2025. Eh bien, Marc, désolé de jeter de l'eau sur ton enthousiasme. Charbon ardent, là. Mais ce n'est pas que je ne sois pas d'accord sur le fait qu'un accord est peut-être imminent. Parce que le président Trump le veut vraiment et Achara veut faire plaisir au président Trump. Et Erdogan, le président de la Turquie, veut se mettre et du bon côté de Trump. C'est la mauvaise nouvelle à ce sujet. D'accord, parce que ces deux-là sont de mauvais acteurs. Maintenant, voilà la chose. L'armée syrienne. La nouvelle armée syrienne est composée pour moitié de membres de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Et vous savez, je ne pense pas qu'Achara ait changé de comportement du tout. Nous savons qu'Erdogan est toujours un dirigeant antisémite et pro-djihad, mais cela ne veut pas dire que nous ne signerons pas d'accord. Dire que cela rendra la frontière nord d'Israël plus sûre. Je ne suis pas vraiment sûre de vouloir voir des troupes israéliennes se retirer, ou si elles le font, nous devons toujours être prêtes. Donc oui, je dirais que votre prédiction est juste. Israël ne va pas s'opposer à Trump. Mais ça, et ce n'est pas seulement une question de paix, et je sais que je n'aime jamais utiliser le mot paix au Moyen-Orient, jusqu'à ce que ce soit vraiment, vraiment définitif, si jamais cela existe. Je doute de la paix et de la tranquillité. Quand vous avez des acteurs qui attaquent ouvertement Israël, à la fois littéralement et figurativement. Donc, je ne suis vraiment pas optimiste concernant la frontière syrienne, mais je pense que... Voici aussi autre chose, car nous ignorons qui sera le prochain président des États-Unis. Tout accord que nous signons, qu'Israël signe, doit prendre en compte que le prochain président pourrait être très anti-Israël et ne pas avoir la protection de Trump.
Et pour l'instant, nous l'avons. Parce que quoi que dise Trump, vous savez, j'aime Erdogan, j'aime Netanyahou et j'aime Achara. Nous savons qu'il protège les intérêts d'Israël, mais nous ne savons pas qui viendra après lui. Donc, tout d'abord, tu n'as pas dit que tu n'étais pas d'accord avec moi sur le fait que tu pensais que cela pourrait bien arriver en 2026, d'accord? Donc, tu acceptes ma prédiction? Eh bien, on peut débattre pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je dirais que c'est mieux que l'alternative, et l'alternative, c'est tout d'abord qu'Israël reste à long terme dans le sud de la Syrie. Des soldats israéliens ont été attaqués il y a quelques semaines lors d'un incident. Un accord permettant notre retrait et une démilitarisation pourrait faciliter des ententes garantie par les États-Unis, non? En d'autres termes, quoi que vous fassiez, il y a un risque, je suis d'accord, mais ne rien faire comporte aussi un risque. Je pense que l'accord est probable car Donald Trump, les Turcs et les Syriens le veulent, et cela peut aussi servir les intérêts d'Israël si c'est bien fait. D'accord, eh bien, passons à la prochaine prédiction, et c'est en quelque sorte pertinent. Chaque prédiction ici est liée à la précédente, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle je suis sceptique à propos de tout ça, c'est que, vous savez, après le massacre du 7 octobre, beaucoup de gens ont réalisé à quel point Israël avait été endormi. Et à cause de ce que nous appelons la conceptia concernant la dissuasion du Hamas, etc., pas que j'ai jamais adhéré à cette conceptia. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais cru que le Hamas était dissuadé. J'étais contre le désengagement de 2005, etc. Cependant, disons que beaucoup de personnes intelligentes et bien intentionnées croyaient cela. Donc, mais cela nous oblige à nous inquiéter pour l'avenir, pour le prochain 7 octobre qui pourrait se préparer en coulisses. Et c'est pourquoi je suis sceptique à ce sujet. Et cela m'amène à une prédiction concernant la capacité à désarmer le Hamas que nous avons vu à Mar-a-Lago. Le président Trump a dit « Non, non, ça il a réitéré, il n'a pas seulement dit, il a… » Le premier ministre Netanyahou a réitéré que le Hamas doit être désarmé et que le corps de l'otage restant, Ron Gvili, doit être rendu à Israël. Mais on entend ça, on le dit tout le temps, c'est un mantra. Le Hamas, de son côté, dit « Non, pas maintenant ». Cela ne veut pas dire que le Hamas est gravement affaibli grâce à une combinaison de la pression militaire israélienne et de l'administration Trump. Nous savons qu'il est gravement affaibli. Mais vous savez, c'est comme quand vous partez, vous laissez suffisamment de graines. Elles surgissent toujours davantage. Nous avons vu qu'il y a eu de fortes pluies hier et qu'elles ont aussi touché Gaza. Il y a eu des inondations. Et un tout nouveau tunnel de terreur immense a été découvert par les forces de défense israéliennes, n'est-ce pas, qui allaient en Israël. Donc, tout ce que je dis, c'est que nous ne pouvons compter sur rien ni personne d'autre. Alors, quelle est ta prédiction? Donc, ma prédiction, c'est qu'ils ne vont pas se conformer et que nous allons devoir retourner nous battre encore à Gaza. Je suis d'accord avec le début de ta prédiction. Le Hamas ne va pas coopérer. Quelle organisation terroriste a jamais volontairement abandonné ses armes sans ses armes? Le Hamas perd le contrôle de Gaza. Et le Hamas ne veut pas perdre le contrôle de Gaza, et le Hamas ne veut pas renoncer à son djihad contre l'État juif. Ils ne vont pas soudainement devenir des enfants de cœur. Oui, ce n'est pas ce qu'est le Hamas. Nous savons à qui nous avons affaire, et donc tu as raison là-dessus. Le Hamas ne se désarmera pas volontairement. Je pense que c'est une bonne prédiction. Je peux être d'accord avec ça à 100%. La question est-ce que le Hamas peut être contraint contre sa volonté à se désarmer? Et tout cela dépend de nous, d'Israël, des États-Unis et des plus proches du Hamas. Deux amis, dans le monde musulman arabe sunnite, il s'agit des Turcs, qui sont des musulmans sunnites, non arabes, et des Qataris, mais qui sont des arabes sunnites musulmans également. Ces deux pays, pour leurs propres raisons, veulent être, comme vous l'avez dit précédemment lorsque nous avons parlé de la Syrie, du bon côté du président Trump. Et ils ont coopéré avec lui dans l'accord qui a permis d'établir les arrangements de cessez-le-feu. Et peuvent-ils faire pression sur le Hamas pour obtenir un accord où ils imposeraient un désarmement par la force? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra encore une pression militaire israélienne. Israël devra frapper. Israël devra agir comme nous le faisons actuellement au Liban. Nous devrons agir à notre guise pour nous assurer que le Hamas ne puisse plus jamais relever la tête. C'est une possibilité, mais je suis d'accord avec votre prédiction. Le Hamas ne va pas se désarmer volontairement, il ne va pas tenir son engagement. Nous avons entendu le président Trump à Mar-a-Lago dire que s'ils ne respectent pas leur engagement de désarmement, que ferait-il?
tout va exploser ou quelque chose comme ça en anglais façon Trump. Une menace doit exister et elle devra peut-être être appliquée. Et ici, J'espère. Il y a une pression sur les amis les plus proches du Hamas, le Qatar et la Turquie de la part de Washington. Quand ils disent ça, tout part en vrille. Cela nuira à leur relation avec les États-Unis, à moins qu'ils n'exercent la pression nécessaire sur le Hamas. n'est-ce pas? Mais encore une fois, quand je parle de pression, je parle d'armes pointées sur ces terroristes, je parle de frappes, y compris aériennes, si nécessaire. Et le président Trump a dit quelque chose avec lequel je n'étais pas d'accord. Il a dit, vous savez, tous ces pays, nous avons 54 pays, et si le Hamas ne se désarme pas, ils vont les forcer à se désarmer. N'importe quoi. Le seul pays qui peut faire en sorte ou essayer de faire en sorte que le Hamas se désarme, c'est Israël. C'est à nous de le faire, et nous sommes les plus directement concernés par le fait que le Hamas soit armé. Et je pense que nous n'aurons pas le choix et qu'il va vraiment falloir le faire. J'espère que cela ne provoquera pas de conflit. Nous pouvons au moins convenir que la force internationale ne désarmera pas le Hamas. Personne n'enverra ses soldats. Désarmer le Hamas à Gaza ne peut être fait que militairement par Israël. C'est ça. Et ce que nous devons espérer, le mieux que nous puissions espérer, c'est que les soi-disant forces internationales ne nous gênent pas en nous attaquant verbalement ou d'une autre manière. D'accord, c'est notre plus gros problème. Je dirais toujours, si vous ne comptez pas le faire, laissez-nous au moins le faire. Je dois dire que le président Trump a été remarquable à cet égard, contrairement au président Biden. Mais vous savez, je ne fais pas confiance à la communauté internationale, pour ainsi dire, et c'est tout. Donc, nous allons devoir le faire. D'accord. Alors maintenant, quelle est votre prochaine prédiction? Donc la deuxième prédiction de Regev est en fait pessimiste. Récemment, j'étais plus optimiste quant à une percée israélo-saoudienne. Je croyais que tout était réuni pour que cela arrive. Je croyais que c'était bénéfique pour l'Arabie saoudite, Israël, les États-Unis et tous, et que tout marcherait. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, alors que nous en sommes là, je suis plus pessimiste. Et ma prédiction, je suis désolé de le dire, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais je pense que c'est aujourd'hui. Une analyse correcte de la situation, c'est qu'il n'y aura pas de percée Israël-Arabie saoudite en 2026. J'ai aussi noté comment les dirigeants parlaient à Mar-a-Lago. Ils disaient vouloir cela, mais leur langage était bien plus modéré. C'est quelque chose qui va arriver très bientôt. C'était comme « c'est notre engagement et nous voulons que cela se produise ». C'est un objectif que nous voulons atteindre. Oui, mais ce n'était pas comme si cela allait se produire très bientôt. Ni Donald Trump ni Benjamin Netanyahu n'ont exprimé que c'était quelque chose qui allait arriver dans un avenir proche. Et ici, je veux un peu blâmer les Américains. S'il y avait eu un accord, ce serait parce que les Saoudiens auraient compris. Non seulement ils auraient obtenu les avantages de la paix avec Israël et la normalisation avec Israël, ainsi que toute la coopération que cela peut leur apporter. Cela leur permettrait aussi d'améliorer leurs relations avec les États-Unis. Et c'était une raison importante pour laquelle ils allaient conclure l'accord. C'est ce qu'il m'a semblé. Lors de la dernière visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Sultan Salman, qui était à Washington, c'était quand? Il y a 1 mois, 2 mois. Il a tiré de nombreux avantages de l'Amérique, améliorant la relation sur les plans militaires, politiques, défense et engagement. Il a accompli tout cela sans normaliser avec Israël. La question est donc s'il peut obtenir ces résultats sans cette normalisation. Donc la motivation pour lui de normaliser les relations avec Israël est, je dirais, moins forte maintenant. Est-il possible qu'il ait secrètement promis au président Trump de normaliser les relations? C'est comme un paiement à l'avance? Je ne sais pas, j'espère que c'est vrai, mais je n'en ai vu aucune indication jusqu'à présent. Malheureusement, je prédis que la paix entre Israël et l'Arabie saoudite finira par arriver. Selon moi, cela n'arrivera pas dans les 12 prochains mois. C'est intéressant, je suis d'accord avec vous. Aussi, vous savez, ce que nous savons des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, c'est que beaucoup de choses se sont passées en coulisses, et pas seulement depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Je veux dire, il y a eu ce genre de coopération discrète. Nous savons que l'Arabie saoudite a permis à Israël d'utiliser son espace aérien parce que la seule chose que nous avons en commun, c'est l'intérêt de vaincre le régime iranien. Mais voilà ce qu'il faut savoir sur l'Arabie saoudite, et ça me rappelle l'Égypte.
l'Arabie saoudite, même si c'est un royaume, d'accord, ce n'est pas une démocratie avec des élections démocratiques. Si le prince héritier pense ainsi, et il a sans doute raison, non? S'il ne soutient pas pleinement un État palestinien et qu'Israël existe sans, il n'y aura jamais de normalisation avec Israël. Parce qu'il dit qu'il en a besoin pour son peuple, même s'il n'y a pas d'élection, ce dont il a peur, je suppose, c'est d'être renversé, n'est-ce pas? Je veux dire, si c'est un royaume, c'est bien de ça que tu as peur. Et si c'est le sentiment en Arabie saoudite qui est si c'est un sentiment anti-israélien et pro-terroriste, un sentiment pro-terroriste palestinien. Alors ce que tu vas avoir, c'est quelque chose de similaire à l'Égypte, qui a signé un véritable traité de paix avec Israël il y a des décennies et qui pourtant est resté. Toute la population égyptienne est restée antisémite, anti-israélienne, a permis à toutes sortes d'armes et de matériaux de construction d'entrer à Gaza, etc. Donc, si c'est ce type d'accord avec l'Arabie saoudite, je n'en veux pas. Je pense qu'il est important de ne pas toujours dire «Oh, Mohamed Ben Salman, c'est juste un modernisateur». Pas si vite, c'est mon avis. D'accord. Alors maintenant, quelle est la prochaine chose sur notre liste? Celle sur laquelle je suis censé faire une prédiction. Disons, tu me dis, Tu voulais parler de l'Iran? en fait, c'est parfait. C'est une transition idéale parce que je viens de mentionner que l'Arabie saoudite, Israël et tous les pays des accords d'Abraham, d'ailleurs, ont cela en commun, le désir de vaincre le régime iranien à cause de ses capacités nucléaires, entre autres. D'ailleurs, le président Trump a cette fois ajouté les capacités en missiles balistiques, alors qu'auparavant, il ne parlait que de puissance nucléaire. J'en ai parlé dans le podcast la semaine dernière et rappelé que les Américains se sont engagés à empêcher l'Iran de poursuivre son programme nucléaire. J'ai mentionné une incertitude car Israël s'inquiète du programme de missiles balistiques. J'ai précisé ne pas être certain que ce soit la position américaine. C'est ça. Trump en a fait la position américaine. Il a aussi répondu à un journaliste en disant missile balistique. Oui, il faudra s'en occuper. Nucléaire, nous agirons immédiatement. D'accord. Donc, il a été très clair à ce sujet à propos de toutes les armes. Mais voici la bonne nouvelle concernant l'Iran. Il a dit que si nécessaire, nous frapperons. Si cela doit vraiment les toucher. Tu ne fais pas de prédiction. Attends, donne-moi une minute. Je fais une prédiction, a-t-il dit. Quelque chose comme on va les frapper très fort maintenant. Que se passe-t-il en Iran? Ma prédiction, c'est qu'à la fin de 2026, le régime tombera. Bien sûr, vous savez, ça paraît beaucoup trop optimiste, mais la raison pour laquelle je le pense, c'est que si le président Trump est prêt à une nouvelle opération militaire avec Israël, je ne pense pas qu'Israël agirait seul. Il en ferait certainement partie. Alors que les Iraniens descendent dans la rue, écoutez, ce n'est pas la première fois que les Iraniens descendent dans la rue pour protester contre le régime, mais cette fois, c'est différent. Pourquoi? Parce que de nombreux secteurs différents descendent dans la rue. Il y a le bazar, vous savez, les commerçants, il y a du chaos, le rial s'est effondré, il n'y a pas d'eau. Eh bien, maintenant, il y a de la neige. Mais ils ont eu une terrible sécheresse. Ils ont eu de terribles coupures de courant. Ils sont vraiment dans une situation désespérée et le peuple iranien en a assez. Ils sont aussi écœurés par le fait que leur régime, qui les a toujours abattus dans les rues et a obligé les femmes, vous savez, à porter le hijab et tout ça, ce n'est pas seulement cela, ils sont aussi prêts à dépenser leurs derniers sous, pour ainsi dire, en achetant des armes et en dépensant de l'argent pour le terrorisme à travers le monde, alors que leur propre peuple souffre autant. Donc je crois qu'il va y avoir une autre opération militaire qui, combinée avec les gens dans les rues, va, selon moi, faire tomber le régime. Et d'ailleurs, c'est la première fois que nous entendons le Mossad s'exprimer directement sur les réseaux sociaux. Nous sommes avec vous, au peuple d'Iran. Nous sommes avec vous, non seulement en esprit, mais nous sommes aussi sur le terrain maintenant. Toi et moi savons tous les deux qu'il était probable que nous ayons des agents du Mossad sur le terrain, mais c'était juste une supposition de notre part. Nous le savons grâce à certaines opérations qui n'auraient pas eu lieu autrement. Mais ils le disent, le Mossad l'annonce, donc je crois qu'à la fin de 2026, le régime iranien tombera. J'espère que vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est que tous les régimes autoritaires et despotiques
ont en commun de vivre de la peur du peuple. C'est comme Machiavel l'a dit très célèbrement, je crois, à l'époque de la Renaissance ou de la pré-Renaissance, qu'en tant que dirigeant, il vaut mieux être craint qu'aimé. Il a dit, mieux vaut être les deux, mais s'il faut choisir, mieux vaut être craint. Et les régimes autoritaires restent au pouvoir parce que leur peuple les craint. Ils craignent que s'ils s'expriment, il leur arrive quelque chose. Ils craignent la répression violente d'un régime autoritaire. Et ce qui s'est passé l'année dernière pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, et puis avec l'arrivée des États-Unis qui ont aidé à terminer le travail, le régime a été exposé comme étant faible. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à un régime autoritaire qui a besoin de la peur de son pouvoir pour rester au pouvoir. Ajoutez à cela tous les problèmes économiques mentionnés, que ce soit la monnaie qui s'est effondrée, que ce soit les pénuries d'eau, que ce soit les pénuries de denrées alimentaires ou les pénuries de production d'électricité. Le peuple d'Iran, et pourtant cela devrait être l'un des pays les plus riches du monde, n'est-ce pas? Il a toutes ses réserves de pétrole, pourtant c'est un pays pauvre, parce qu'il est mal géré par des voyous qui préfèrent financer le Hamas et le Hezbollah plutôt que les hôpitaux de Téhéran. C'est ça en fin de compte, donc je pense qu'il est possible que nous ayons eu, comme vous l'avez justement dit, des soulèvements populaires contre le gouvernement, des manifestations. Nous l'avons vu récemment avec les hijabs. Avant cela, nous l'avons vu après qu'ils ont essayé de truquer les élections de façon trop évidente. Ils ont toujours truqué leurs élections, mais là, c'était trop flagrant. Nous l'avons vu par le passé, mais peut-être que maintenant, la combinaison de la force du peuple, d'une véritable pression économique à l'intérieur de l'Iran, je veux dire une souffrance économique sérieuse, ainsi que le régime exposé comme étant faible. Je pense que c'est une combinaison qui pourrait mener à un changement de régime. Cela doit venir du peuple iranien, mais je pense que c'est une combinaison qui n'existait pas il y a quelque temps. Avec cette seule mise en garde, d'autres régimes despotiques tombent ou sont tombés. Historiquement, parce que l'armée se considérait comme faisant partie du peuple et ne tirait pas sur les manifestants dans les rues, le régime iranien a ses Waffen-SS ou son KGB. Il a les gardiens de la révolution qui tireront sans distinction sur les gens dans les rues. Ils peuvent causer un bain de sang. Contrairement à l'Égypte lors de sa révolution, l'armée a refusé de tirer sur les manifestants. Et donc, c'est ma seule mise en garde. Ce régime, même s'il manque de légitimité, il en a tout de même. A-t-il assez de cadres fidèles? Oui, des partisans loyaux prêts à appuyer sur la gâchette et à massacrer effectivement des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes dans la rue. D'accord, c'est intéressant que tu soulignes cela parce que j'allais dire que je prédis que de nombreux gardiens de la Révolution vont faire défection. La raison pour laquelle je prédis cela, c'est que, tu sais, pendant toutes ces années, de nombreux experts du Moyen-Orient que j'admire vraiment et qui se sont encore une fois révélés avoir raison, encore et encore. L'une des choses qu'ils disaient à propos du régime, c'est que si l'Occident attaque le régime d'une manière ou d'une autre, ou attaque les installations nucléaires, le peuple iranien se ralliera autour du régime. Et c'était aussi l'une des craintes de l'Occident ou d'Israël. Nous ne voulons pas trop provoquer l'ours parce qu'au lieu d'aider le peuple iranien, tout ce que cela fera, c'est que ça ne marchera pas. Je crois qu'après ces frappes, les frappes israéliennes et américaines sur les installations, ce que nous avons vu, c'est que cela ne s'est pas produit. Le peuple n'a pas soutenu le régime perçu comme faible. Tu as raison. Le régime a été montré faible. Mais le peuple ne s'est pas rallié autour du régime parce que, à ce stade, leurs propres conditions de vie étaient tellement mauvaises. Je prédis donc aussi qu'il y aura des défections parmi les milices assiégées et le gouvernement révolutionnaire. J'espère que c'est vrai. Il est aussi possible que le peuple tienne le régime responsable en raison de ses politiques de soutien au terrorisme et de son programme nucléaire. Ils affirment que les Américains et les Israéliens feront forcément quelque chose de bien. Dans quelle mesure les Iraniens comprennent-ils que la raison pour laquelle ils sont attaqués, c'est à cause des politiques de leur gouvernement? Ma dernière, et pour la prédiction finale de cette année, je vais dire quelque chose de positif. Mais peut-être, peut-être que c'est parce que je vais prédire qu'en 2026, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de grande guerre Israël-Liban comme nous l'avons vu. Je ne dis pas cela parce que je pense que Hezbollah va se désarmer, qu'Hezbollah est censé se désarmer. Le gouvernement libanais est censé le faire. Il est clair que ce n'est pas le cas. Comme le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban ne veut pas se désarmer.
C'est clair et il est évident que le gouvernement libanais a peur d'affronter le Hezbollah et ce qu'ils font est très très peu, voire rien du tout. Mais je pense toujours qu'il n'y aura pas de guerre majeure, car Israël continuera à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire frapper les cibles du Hezbollah au Liban. Avec le soutien des États-Unis et même d'autres dans le monde arabe, et même certains Européens qui disent que nous pouvons continuer à frapper le Hezbollah parce qu'ils ne se sont pas désarmés, le gouvernement libanais prendra de petites mesures parce qu'il doit montrer qu'il fait quelque chose contre le Hezbollah pour désarmer le Hezbollah. En résumé, je pense qu'au Liban, ce sera globalement pareil, pas une guerre totale, juste davantage du même. Des frappes israéliennes contre les positions armées du Hezbollah lorsqu'ils fabriquent leurs missiles, là où ils stockent leurs munitions, contre leurs commandants supérieurs. Nous sommes légitimes à agir car le Hezbollah devait se désarmer et ne l'a pas fait, le gouvernement libanais. Cela poussera le gouvernement libanais à agir davantage, mais ce ne sera pas encore suffisant. Et donc, je dis que ma prédiction pour 2026, Liban-Israël, plus de la même chose. Tu sais quoi? Je suis d'accord. Tant que ce n'est pas pareil, ça me va. Et tant qu'on continue de tirer. Dès qu'on voit un terroriste ou une infrastructure terroriste et qu'on reste dans les endroits où nous sommes stationnés au Liban pour garantir cela. D'accord. Donc maintenant, ma dernière prédiction ne concerne pas le voisinage, mais Israël lui-même. Nous sommes entrés dans une période électorale ici en Israël, d'accord? Et nous pouvons voir comment tout cela se passe. Il y a des gens qui forment des partis ou qui essaient de le faire ou qui tentent de deviner dans quelle direction souffle le vent pour décider s'ils doivent rejoindre un parti ou un autre ou créer un nouveau parti. Et donc, il y a des sondages et il est intéressant de noter que sur les chaînes de gauche, les sondages disent que l'opposition va remporter les élections et évincer Netanyahou. Et la chaîne de droite dit à des sondages qui disent le contraire. D'accord. Je prédis que lorsqu'il y aura des élections, Netanyahou et le parti Likoud, Netanyahou sera toujours à la tête du parti Likoud. Je veux dire, il se présentera, il sera de nouveau élu à la tête du Likoud et obtiendra le plus de voix lors de cette élection. Encore une fois. Alors, la seule question qui reste, et là je ne suis pas sûre et je vais te demander ton avis, c'est de savoir si cela signifie qu'il le fera. Qu'il y aura suffisamment de ce que nous appelons les membres de la coalition ou le gouvernement de Netanyahou, le gouvernement actuel, s'il pourra former un gouvernement facilement ou non, ou si nous allons rencontrer une nouvelle impasse, comme lors de plusieurs cycles électoraux où aucun des deux camps n'y parvient. Mais je prédis qu'il remportera la primaire du Likoud ainsi que les élections générales. Gagner les élections n'a de sens que s'il peut former un gouvernement. Sinon, même en étant le plus grand parti, cela ne compte pas. Avec 61 membres à la Knesset, il peut. Sinon, il ne peut pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que le Likoud sera le parti le plus fort et qu'il le dirigera. La question est de savoir s'il pourra former un gouvernement. Je ne pense pas, si tu permets, Ruti. Ce n'est pas une prédiction. Même les sondages et chaînes de gauche, pourtant critiques, placent toujours le Likoud comme premier parti. Plus que tous les autres, non? Même avec un score dans la vingtaine basse, il reste plus grand que les autres, non? Il n'y a pas eu de sondage depuis longtemps qui ait placé Bennett devant Netanyahou, donc je pense que c'est un pari très sûr. La vraie question est-ce que Netanyahou sera exclu du gouvernement officiel? Et qu'en penses-tu? Je tiens à dire que ce sera très serré et que tout dépendra de divers facteurs. Un parti de droite restera-t-il sous le seuil et perdra-t-on des voix? Les partis arabes vont-ils s'unir ou non? 3 sièges à la Knesset ont été perdus car un parti arabe, présenté seul, n'a pas franchi le seuil et a gaspillé des voix. Vous pourriez avoir une tempête parfaite si des voix sont perdues à droite et récupérées de l'autre côté, des voix auparavant perdues. Oui, ça peut changer la réalité, non? Que va-t-il se passer? Je poserai la question suivante. D'accord, vous parlez toujours de la gauche, ce qu'on appelle en Israël les kaplanistim qui détestent Netanyahou. D'accord, il détestait Netanyahou la dernière fois, et Netanyahou a obtenu 64 sièges dans cette coalition, ce qui signifie qu'il en avait 3 de plus que ce dont il avait besoin. D'accord, ma prédiction est que pour que Netanyahou gagne et forme un gouvernement, il a seulement besoin que les gens qui ont voté pour lui la dernière fois revotent pour lui, encore une fois, les gens qui le détestaient, qui n'ont pas voté pour lui la dernière fois. Il n'a besoin que de ceux qui ont voté pour lui il y a 3 ans.
Et je pense que de son point de vue, c'est faisable. Est-ce que je parierais ma maison là-dessus? Mes économies, héritage de mes enfants? Non. Oui, car les élections, vous savez, seulement en Syrie sous Assad. Savent-ils les résultats des élections avant qu'elles aient lieu? Mais je crois qu'utiliser une expression américaine en disant oui, c'est à Netanyahou de perdre une fois de plus. Rappelez-vous ceci, les gens là-bas, et ils sont toujours interviewés dans les médias, aussi bien israéliens qu'internationaux, les gens qui disent qu'ils en ont assez de Netanyahou, ils étaient déjà contre Netanyahou il y a 3 ans, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a à faire pour gagner, c'est de faire voter pour lui les mêmes personnes qui ont voté pour lui par le passé et démographiquement. Il y a plus d'ultra-orthodoxes qui votent pour leur camp et aussi plus d'Arabes qui votent pour l'autre camp. Cela s'équilibre d'une certaine manière à plusieurs égards. Je me souviens qu'immédiatement après le 7 octobre, on disait de lui qu'il était fini politiquement, n'est-ce pas? Il était censé être Monsieur Sécurité, mais il a abandonné le pays et un terrible massacre a eu lieu sous sa surveillance. La plupart pensaient que c'était fini, sa carrière politique derrière lui, mais au cours des 3 dernières années, il est lentement mais sûrement remonté et il est de nouveau là. Il n'est pas seulement compétitif, je pense que pour lui, c'est sa course à perdre. Je suis d'accord, on pensait que c'était vrai et ça l'est désormais. De plus, le camp anti-Netanyahou souligne constamment qu'il n'a jamais assumé la responsabilité du 7 octobre et qu'il était le Premier ministre, donc il porte la responsabilité. Peu importe combien d'autres croyaient tous à la conception qui a mené au 7 octobre, mais ce que nous avons vu, c'est que nous sommes tous d'accord avec cela. D'accord, il était Premier ministre, mais la question est de savoir ce qu'il a fait après le 7 octobre et depuis le 7 octobre. Et beaucoup de gens disent, waouh, sans lui, même Trump l'a dit à Mar-a-Lago, sans lui, c'est Israël qui aurait été anéanti. Et c'est ainsi qu'il a survécu et prospéré. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par accident. Oui, Alors moi, je ferai pareil. J'ai posé la question et j'observe ceux qui veulent être Premier ministre, dont nous connaissons les noms. J'ai demandé quand le gouvernement israélien a défié l'administration Biden en déclarant vouloir entrer à Rafah malgré l'avis contraire des Américains, n'est-ce pas? Rétrospectivement, c'était définitivement la bonne décision. Netanyahou a pris la bonne décision. Si vous regardez la décision d'éliminer Nasrallah, une décision très controversée, en Israël, il y a eu différents débats. Netanyahou a pris cette décision, changeant la donne. Un autre Premier ministre aurait-il fait de même? Déclencher la guerre de 12 jours avec l'Iran, un vrai succès pour Israël. Les Américains ont fini par participer aussi, non? Un autre Premier ministre israélien aurait-il demandé la permission à la Maison-Blanche? Qu'aurait-elle répondu? Et donc, je pense que c'est l'une des raisons, oui, pour lesquelles Netanyahou a agi comme il l'a fait depuis le 23 octobre. Il s'est battu pour revenir politiquement. Nous avons fait, toi et moi, 6 prédictions. 3 que tu as faites, 3 que j'ai faites. Nous pourrions nous tromper sur tout, nous pourrions avoir raison sur certaines. Il faudra attendre l'année prochaine. Mais d'ici là, je te souhaite, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et auditeurs, une très bonne année. Que 2026 soit une année de succès, de paix et de prospérité. oui, bonne année et nous pouvons aussi ajouter à nos téléspectateurs chrétiens, joyeux Noël et bonne année.